15h-16h, Cyrielle Sarah-Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Je suis ravie de vous retrouver pour une heure d'émission ensemble avec mon invitée, coach vocal, chanteuse lyrique et comédienne, professeure emblématique de la Star Academy depuis 2024. Elle a formé des centaines d'élèves avec sa méthode alliant technique rigoureuse et joie de vivre méditerranéenne. Sophia Morgavi vient nous voir pour son livre Chanter maintenant, qui raconte des souvenirs, ses méthodes aux éditions de l'Observatoire. L'occasion évidemment de découvrir notre invitée en direct et ce sur Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah-Cohen. Radio J. Bonjour Sophia Morgavi. Bonjour Sarah. Merci beaucoup d'être mon invitée aujourd'hui en direct sur l'antenne de Radio J. Je vois la chanteuse, l'artiste en vous parce que rien que sur l'habillage que nous sommes en train d'écouter, je vous vois hocher de la tête comme ça, comme si il fallait peut-être inventer une vocalise ou je ne sais pas dessus. Est-ce que je me trompe ? Non, vous avez bien cerné ma personnalité. Dès que j'entends de la musique, j'ai envie de danser et j'ai tout de suite effectivement une vocalise qui me vient en tête. Eh bien écoutez, je suis ravie de vous recevoir. On va parler bien sûr de votre carrière, de votre technique, de ce qui vous, ce qui fait que vous êtes qui vous êtes. Parce que cette émission, c'est l'envie de savoir justement qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. On va aller au cœur avec le début, toujours le début. On va commencer avec une petite chanson, Sophia Morgavi, ou devrais-je dire Sonia Morgavi. Vous êtes née un 23 janvier dans les années 70 à Toulon, dans une famille d'origine italienne, entourée de frères, avec une mère coiffeuse sicilienne et un père au look mitterrandien. C'est comme ça que vous le racontez dans votre ouvrage. Quel genre d'enfance vous avez eu sur la musique de Gilbert Bécaud ? Eh bien, c'était une enfance joyeuse, en habitant le sud, avec une famille où ça parle très très fort, on exprime ses émotions. Alors, je n'entendais pas chanter mes parents, moi je chantais volontiers sur les chansons que je pouvais entendre. Donc, c'était une petite enfance, je dirais, joyeuse. Une petite enfance joyeuse, vous racontez cette toute petite enfance avec un démarrage quand même qui est compliqué. Vous pesez un petit peu plus d'1 kilo à la naissance. Est-ce que vous diriez qu'il y a eu par la suite une force de vie, une rage de vivre ? Alors moi je m'en suis pas rendu compte tout de suite, c'est après, en me relisant, en me racontant, que j'ai pris conscience de cela. En effet. Je dis mais oui, quand on est enfant et qu'on entend, ma mère, je ne sais pas si c'était une bonne idée, m'a dit, ton oncle disait que tu ne survivrais pas. Alors peut-être qu'inconsciemment, j'ai développé une envie de vivre et j'ai ça en moi, c'est-à-dire que chaque instant qui passe, chaque minute qui passe, je veux pouvoir le vivre à fond. Vous savez, Sophia Morgavi, je ne sais pas si vous connaissez personnellement Gilbert Montagné, mais c'est une histoire que vous avez en commun. Le fait de venir, d'arriver au monde en pesant un petit kilo comme ça. Et c'est vrai que j'ai quand même le sentiment, en vous regardant et en l'ayant reçu il n'y a pas longtemps, qu'il y a comme ça cette envie de vivre, cette liberté entre vous qu'on va détailler dans cette émission. Vous étiez quel genre de petite fille ? Curieuse. Je posais tout le temps des questions. Voilà. J'adorais apprendre. J'étais curieuse. J'avais déjà ma personnalité, on disait de moi que j'étais excentrique, je voulais m'habiller avec des couleurs, des volants, des pois. Ça amusait ma mère, qui me disait « Oh là là, qu'est-ce que tu es excentrique ?» Et j'ai compris plus tard que ça faisait partie de moi. On verra que vous allez aimer The Cure, je crois savoir. Oui. Ça vous fait aussi un point commun parce que voilà, tout se recoupe dans cette émission avec Olivier Nakache qui vient de sortir le film avec Eric Toledano, Juste une illusion en salle en ce moment. Mais tous les matins, vous passez une demi-heure au piano, toute petite, avant d'aller à l'école, grâce à votre mère qui vous disait « Joue-moi Dalida » et vous jouiez sans partition. Oui, c'est-à-dire que je jouais avec à l'oreille la ligne mélodique. Je trouvais les notes, ça impressionnait ma mère. Bon, j'avais une petite oreille musicale. Et vous voyez, de l'entendre, ça me met des frissons, ça me replonge dans ces instants bonheur. C'est vraiment ce qui me reliait finalement à l'amour d'une mère. Vous le dites dans votre livre, être artiste, c'était son désir à elle. Et elle attendait votre succès. Elle savait. Oui, c'est vrai. Elle m'a souvent dit, je voulais être chanteuse d'opéra, je voulais danser et je voulais absolument avoir une fille et faire de cette fille une chanteuse. Et que
Voilà, je suis venue au monde avec un garçon, mon frère jumeau, et je suis la dernière de la fratrie, donc la seule fille. Ce désir sera davantage nourri par les émissions de Jacques Chancel, Le Grand Échiquier sur la 2 ou encore celle des Carpentiers sur la 1 où défilait une chanson que j'aime autant que vous, peut-être Sophia Morgavi, une chanson magnifique, L'amour en héritage. Puisqu'on parle d'amour en héritage, vous estimez que vous manquiez quand même un peu de liberté quand vous étiez jeune, avec une maman très aimante mais dure avec vous, que vous comprenez peut-être davantage aujourd'hui. Oui, mais c'était dur quand même, c'était trop. C'était trop. Alors oui, ce manque de liberté aussi, ça fait de moi ce que je suis aujourd'hui, une femme libre, indépendante. Je prends mes décisions et je ne vais que là où je suis épanouie et heureuse. C'est exactement ce qu'on ressent quand on lit votre ouvrage. C'est vraiment le mot liberté qui me vient, cette liberté qui est essentielle et peut-être au cœur de tout dans votre vie et aussi au cœur de votre pédagogie. On va y venir parce qu'avant de parler de pédagogie, très jeune, même au bac, on a la sensation que les règles sont faites pour être transgressées, mais dans le bon sens des choses. C'est-à-dire qu'un détail va devenir pour vous une information utilisable et vous allez en plus de cela mettre toute votre intelligence qui va vous servir. C'est vrai. C'est vrai que chaque détail me donne des informations et ça me permet, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une visualisation de ce qui peut amener au succès et ce qui peut aussi me rendre heureuse. C'est ce que je cherche. On a beaucoup parlé de votre maman et pardon de rentrer autant dans l'intimité, mais j'ai lu votre livre et je trouve important en parlant de vous, de votre carrière, d'en parler. Votre papa était asthmatique et vous l'écrivez et j'ai passé ma vie à comprendre le souffle, la clé du chant. Oui. Et comment ça vous est venu, peut-être évidemment sur le tard, parce que c'est le genre de choses, encore une fois, qu'on n'imagine pas, qu'on ne pense pas. Est-ce que c'est venu avec un travail ? Oui, alors Cette je vais vous réflexion-là. dire pourquoi. Parce que quand j'ai commencé le chant, j'avais de l'asthme, mais bizarrement, cet asthme n'était pas installé et les médecins me disaient non, vous êtes asthmatiforme. Bon, et quand j'ai commencé le chant, j'ai commencé à travailler le souffle. Et dès cet instant, je n'ai plus de problème d'asthme. Et j'ai relié ça, effectivement, à mon père avec ses crises d'asthme importantes. Vous n'aimiez pas l'école, Sophia. Vous ne rêviez que de musique et de théâtre. Vous carburiez au rêve et à la projection, même si vous avez quand même eu votre bac grâce aux détails évoqués il y a un instant. À 18 ans, vous êtes parti pour faire vos études. Vous avez obtenu une licence de musicologie à la faculté de lettres de Nice. Puis vous obtenez une médaille d'or de chant lyrique au Conservatoire de Marseille. Par la suite, vous sortez diplômé dans la secteur chant lyrique au Centre de formation professionnelle de la musique. Tout cela n'est pas dans votre livre, mais je le sais. Votre voix, elle vous a emmené partout dans un désir constant de perfectionnement. Oui, c'est ça. Comme je dis, ma vie, c'est mon chemin de voix. Le travail de la voix, c'est la connaissance de soi. J'ai beaucoup appris sur moi et toutes les rencontres que j'ai pu faire m'ont aidé aussi dans cette complexité de savoir ce qu'on veut, où on va. On a la sensation aussi que chaque fois qu'une porte s'est fermée, vous l'avez laissée se fermer, sans volonté d'y rester. D'ailleurs, le CDI, c'est quelque chose qui vous angoisse mortellement. C'est ce que vous écrivez, parce qu'il y a encore une fois cette liberté en vous. Et à chaque fois, vous avez eu confiance en la vie et en l'après. Eh ouais, alors ça, je ne peux pas l'expliquer. C'est instinctif. Je me suis dit, parce que je relie tout ça aux sensations, aux émotions. Donc, si je ne suis pas heureuse, je ne peux pas rester. Je m'en vais et je sais que je vais trouver le bonheur ailleurs. Et une porte s'ouvre. Sur le tard, en 2011, à la quarantaine passée, vous le racontez, vous vous installez à Paris, animé cette fois par votre passion pour le théâtre. Vous allez commencer par les cours Florent. Racontez-nous ces premiers pas à Paris, parce qu'il faut quand même quitter une vie pour en découvrir une autre qui va vous ouvrir plein de portes. Oui, eh bien, j'avais tellement envie de cette vie-là que je l'ai projetée sur mon écran mental. J'ai tout organisé, tout était déjà orchestré, mis en scène. Donc, je savais exactement où je devais aller, ce que je devais faire. Vous devenez professeur au conservatoire et vous commencez à enchaîner les rôles. D'ailleurs, vous allez vous affirmer dans plein de domaines, au cinéma, à la télévision, au théâtre, à l'opéra. Et j'ai trouvé très intéressant le fait que les Simone avaient une place très importante dans votre carrière, à des points
quand même assez intéressants. Oui, tout à fait. Il y a le théâtre, il y a un café où la Star Academy, vous passez un entretien dans un endroit qui s'intitule Chez Simone, alors que vous venez de finir d'être dans le rôle de Simone dans la pièce. Et pendant ce temps, Simone Veil à la Comédie Bastille. Vous avez eu plein de rôles encore au théâtre. Mais comment vous voyez encore une fois un clin d'œil à quelque chose avec cette Simone qui revient encore à un autre moment aussi dans votre carrière? Oui, c'est vrai. Eh bien, parce que on m'associe à l'image d'une femme indépendante, engagée. Et j'ai eu plusieurs rôles où, effectivement, les Simone ont cette identité. Vous allez devenir aussi chanteuse soliste à l'opéra. Vous avez marqué le répertoire lyrique avec des prestations dans des œuvres majeures telles que Nabucco, La Traviata, Aïda. Enfin, je pourrais en citer énormément. Les Noces de Figaro, Mireille, entre autres. Vous racontez dans ce livre que cela n'a pas toujours été facile. Et parfois même, vous avez été confrontée à des détracteurs, des fâcheux dans ce milieu. Oui, eh bien oui, c'est vrai. Alors j'ai eu la chance d'abord d'intégrer des productions avec de grands chanteurs, c'est là où j'ai fait mes armes, où j'ai appris. Et puis ensuite, eh bien, il y a des détracteurs, des directeurs de théâtre qui ont des idées reçues et qui vous balancent des petites phrases, je n'oserais même pas la dire tellement j'ai honte de ce que j'ai pu entendre. Eh bien, au contraire, moi, quand on me dit des choses négatives, je passe au-dessus, c'est comme un caillou sur la route, eh bien, je ne vais pas trébucher dessus, je vais juste faire un petit pas de côté, avancer. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez jouer notamment dans Ménopause d'Alex Good au Grand Point Virgule, qui se joue désormais à l'Apollo Théâtre. Je le dis pour nos auditeurs parce que c'est formidable. Vraiment, toutes les œuvres d'ailleurs d'Alex Good sont assez incroyables. Vous avez joué dans Phèdre. Vous êtes aussi metteuse en scène, Sophia Morgavie. Et comme peut-être votre vie, comme dit peut-être votre livre, c'est la Bella Vita. Est-ce que vous voyez ça comme ça ? Oui, c'est la belle la vie. T'as tout ce que j'ai envie de faire. J'arrive, je réalise mes rêves, tous mes rêves. C'est formidable. Donc, Ménopause, effectivement, c'était une étape importante dans ma carrière, puisque j'ai découvert, grâce à cette pièce, que j'étais capable de mémoriser une chorégraphie. Et voilà, chaque expérience, dans chaque expérience, j'apprends. Je me nourris. Vous parlez dans votre livre de cette bonne étoile qui est toujours à vos côtés. Je ne sais pas si vous l'avez identifiée. Parfois, en tout cas, on arrive à savoir qui est au-dessus. Vous allez participer aussi à des productions télévisuelles comme Plus belle la vie, encore plus belle. On parlait de la Bella Vita, voilà peut-être un signe. Vous incarnez Marie Duroc, une chef étoilée engagée encore une fois. Vous racontez comment vous avez eu ce rôle dans votre livre. Et je me suis dit que ce rôle, c'était peut-être un peu vous, quelque part. Oui, alors heureusement que je n'ai pas tout. Hein, oui, voilà, évidemment. pas tout. Ce que je trouve formidable, c'est que on m'associe à ces femmes-là qui ont du tempérament, qui peuvent apporter, transmettre quelque chose, l'expérience de la vie. Vous le dites, de croyances limitantes, vous avez fait des croyances militantes. C'est une très belle phrase que j'ai retenue dans votre livre. Et puis, comme tout le monde vous voit à la Star Academy, Sophia Morgavie, vous allez arriver à la Star Academy sur TF1 avec un casting qui, encore une fois, a pris du temps, mais qui était pour vous. Comment vous pensez que vous avez fait la différence ? Je pense que je suis arrivée au bon moment. On cherchait un professeur avec une pédagogie rigoureuse et en même temps une personnalité. Et lors du casting qui a duré très longtemps, je me suis dit que la meilleure façon que l'on découvre ma personnalité, c'est de donner un cours de chant. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai donné un cours de chant et quand je donne un cours de chant, vraiment, je n'ai plus de filtre. Donc, je n'ai jamais eu de filtre, je suis très spontanée. L'enjeu, c'est vraiment de faire progresser mes apprenants et en même temps de leur procurer du plaisir pour qu'ils puissent avancer. Et je pense que c'est ça, je ne sais pas, qui a séduit la production. Vous insistez aussi sur le fait que vous êtes et prof de chant et coach vocal. Quelle est la différence ? Oui, il y a une différence, en effet. Eh bien, le professeur de chant va construire la voix de A à Z. Donc, respiration, placement de la voix. Moi, je fabrique pas des voix. À partir du souffle, la voix se libère naturellement, mais on donne les tips, la technique pour permettre à la voix de se placer naturellement. Le coach vocal va accompagner sur un projet. Donc, si demain, Sarah, vous venez me voir en me disant « Voilà, je voudrais chanter pour une fiesta pour mes copines, j'ai une chanson à faire »,
Ça, c'est un projet. Mmh. Il est hors de question que je reprenne les bases, je fasse un travail en profondeur. Je vais juste me servir de ce que vous êtes, de votre énergie. À partir de votre énergie, je vais vous proposer un plan de travail, quoi. Et peut-être trouver une identité. Vous dites dans votre livre, il faut une raison pour chanter. Oui, je pense. Peu importe la raison, elle sera bonne. Il faut une raison. C'est ce que vous dites. On peut chanter juste pour pouvoir se faire plaisir, pour l'ego, Ah oui, pour tout un tas de raisons. oui, il y a des gens qui chantent pour l'ego, qui ont des choses à prouver. Donc, moi, ça ne va pas me toucher, mais je respecte cela. Quelqu'un qui fait des sons magnifiques dans les aigus, qui nous fait entendre toute sa vélocité, son talent, bon, très bien. Et après, il y a ceux qui chantent pour le plaisir. Parce que le chant, c'est aussi ça. Au-delà de la performance vocale, le chant nous procure du plaisir, du bonheur, et c'est du développement personnel. On est reconnecté à son moi profond. Sophia Morgavi, vous racontez tout ce parcours qu'on vient d'évoquer dans votre livre Et bien chanté maintenant aux éditions de l'Observatoire avec votre vie d'enseignant depuis 35 ans. Vous avez enseigné d'abord 12 ans au collège dans plusieurs conservatoires et notamment celui du Conservatoire de Paris. Vous avez fondé votre école supravocale. La première fois que vous avez enseigné, c'était au collège en ZEP. Vous aviez 22 ans et je trouve merveilleux cette histoire, cette première fois. Vous arrivez et puis vous embarquez tout le monde. Mmh. Alors que pourtant, une zone d'éducation prioritaire, c'est pas le plus facile. Alors, c'est sans doute parce que je ne savais pas ce que ça voulait dire. Donc, je n'ai pas eu peur. Parfois, vaut mieux ne pas savoir, mais c'est petit. Lorsque je suis arrivée, j'ai vu, comme je le dis dans mon livre, des visages d'anges, et je me sentais encore sur les bancs de l'école. À 22 ans, on a encore tellement de choses à apprendre que je me suis dit, je vais partager un moment avec eux, on va échanger sur l'art. Et c'est formidable, je vais apprendre d'eux, ils vont apprendre de moi. Donc j'ai cassé tous les codes, enlevé la chaise du bureau, installé avec eux, et je leur ai demandé, qu'est-ce que vous écoutez comme musique ? Très bien, on écoutera la prochaine fois et tu nous diras pourquoi ce qui te plaît. Et moi, je vous ferai écouter la petite musique de nuit de Mozart. Et je vous dirai pourquoi cela me plaît aussi. Écoutez, c'est une expérience que vous racontez qui est très émouvante. À un moment donné, je dirais pas pourquoi. C'est une expérience de vie, votre carrière, qui vous a permis de glaner quelques éléments et leçons qui vous paraissent universels, fondés sur une technique italienne en 27 leçons. Que l'on veuille devenir ténor à l'opéra, comme on se le disait, ou bien bon chanteur de douche, je veux dire ça comme ça. Comment vous définissez votre pédagogie ? C'est une pédagogie d'écoute. De respect de l'autre. Ok, j'ai la connaissance, j'ai œuvré pour être là où je suis, et ma passion, c'est de transmettre et de rendre les gens heureux. À l'issue d'un cours de chant, quand je vois des apprenants complètement dynamisés, positifs, enjoués, eh bien moi aussi, ça me met le cœur en joie. Donc, pourquoi est-ce que j'ai élaboré une pédagogie positive et drôle ? Pour permettre de travailler dans le plaisir. Et on apprend beaucoup plus vite. Vous avez toujours lié le théâtre à l'expression artistique du chant. C'est aussi intéressant de voir que c'est une technique qui vous appartient aussi. Vos leçons sont rassemblées en 3 grands mouvements: la technique vocale, la corporalité, l'interprétation, la musicalité. Et puis ce que vous appelez vos remèdes de maga, de sorcière, pour démocratiser le propos. 27 leçons. Est-ce qu'il y a une leçon qui est primordiale, importante, la plus essentielle que vous pourriez donner ? Celle qui m'a amusée énormément, c'est la chialerie. C'est formidable. Alors, oui, la respiration, ma chère. La respiration, si on ne sait pas respirer, tout le reste va être faussé. Et on va perdre du temps. Donc, apprenez à respirer. Puis, apprendre à respirer, c'est être à l'écoute de ses sensations, la respiration diaphragmatique, et tout ça ensuite, ça se décline avec la posture, l'ancrage, le choix du répertoire et la fameuse chialerie. La chialerie, on laissera à nos auditeurs le soin de découvrir dans votre livre parce que je ne veux pas tout dévoiler, mais vous dites chaque exercice doit être effectué 3 fois. Voilà pour l'information, pour découvrir, pour mémoriser, pour s'approprier, et vous terminez par « et enfin chanter maintenant ». Mais d'abord, vous dites que notre voix, c'est tellement plus que nos cordes vocales. Vous dites aussi une voix n'est jamais un masque, c'est une géographie intérieure. Et ça m'intéresse que vous racontiez ça. Oui,
La voix, c'est l'esprit, le corps, l'âme, et c'est pas ésotérique ce que je suis en train de dire. On reçoit, quand on vient au monde, on est dans une famille, on est issu de tel ou tel milieu social, on a telle ou telle religion, croyance, on nous apprend des choses, on grandit avec un univers paramétré, et ensuite soit on a envie de s'en émanciper pour être curieux, aller ailleurs, mais tout ça déjà ça fait partie de nous, c'est dans notre ADN, et je suis persuadée, par exemple si on dit à un enfant chut, tu chantes trop fort, tu vas déranger, on est en train de faire ceci, faire cela, non tais-toi, non arrête de chanter, tu chantes faux, ça suffit maintenant, tu nous déranges, donc toutes ces petites choses on les entend, on les intègre, on les met en mémoire. Ça s'enquiste dans l'esprit. Et donc, la déconstruction des croyances limitantes, c'est pour ça que je travaille d'une manière holistique, en tenant compte de qui on est aujourd'hui, qui on a été hier et qui on sera demain. Quels sont les objectifs ? Oui, pour moi, le chant est corrélé à tout cela. Je vous parle de mon expérience personnelle, mais je l'ai aussi vu et entendu chez mes apprenants. Vous dites une autre phrase importante, on peut avoir la technique et mettre une vie entière à trouver la générosité, Sophia Morgavi. Dans votre livre, vous évoquez aussi tous les professeurs, tous les artistes qui ont joué un rôle majeur dans votre développement artistique. Et vous dites que le trac a été destructeur à un moment donné et c'est la technique qui vous a permis de le transcender. Et dans votre cas, la sophrologie vous a été d'un grand recours. Ah oui. Et mon professeur me disait, quand tu auras la technique, tu pourras surmonter ton trac. Et un jour, je passe une audition, c'était catastrophique. Je n'arrivais pas à faire de son. Je chantais l'air de Barberine, qu'on donne aux chanteuses débutantes, dans les Noces de Figaro de Mozart. Et alors, en cours, ça sortait, tout le monde était se pâmait. Et quand je suis arrivée à cette audition, j'ai vu la mine déconfite du jury. Et je me dis, OK, ça, c'est pas possible. C'est le métier que je veux faire. Il n'y a même pas de débat, il faut que je trouve une solution. Et je m'en vais donc au Baratin, un bar bien célèbre des fêtards à Toulon. Et en me mettant au comptoir, dépité avec mon demi, je raconte mon histoire à mon ami, et donc la sophrologue qui est à côté de moi, et qui me tape sur l'épaule, eh bien écoute, je peux t'aider. Ah bon ? Et on a discuté. Et cette connexion, je lui dois énormément. Ça a sauvé ma carrière. Ouais, et c'est encore une fois une bonne étoile qui vous est tombée dessus parce que franchement, il fallait pouvoir aller la chercher. Sophia Morgavi, vous restez avec nous sur l'antenne de Radio J. Vous êtes venue nous voir pour votre livre bien Chanter maintenant, qui raconte des souvenirs et ses méthodes, vos souvenirs et vos méthodes, aux éditions de l'Observatoire. Dans un instant, mes chroniqueurs nous rejoignent. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres sur Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour, c'est Marc Ezrati. Je vous retrouve tout à l'heure avec le Club Imo à 16h05 sur Radio J. Des invités exceptionnels, des analyses éclairées, un tour du monde de l'actualité. C'est cet après-midi, 16h05 et c'est uniquement sur Radio J. Radio J. 15h30 sur Radio J, bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Nina Alouche. Bonjour Nina. Bonjour Cyrielle, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité, le secrétaire américain à la défense, Pete Hegseth, menace l'Iran. Les États-Unis sont prêts au maximum à reprendre la guerre, a-t-il déclaré. Selon lui, l'Iran pratique la piraterie dans le détroit d'Ormuz. Les États-Unis ont mis en place un blocus maritime visant les ports iraniens. Il affirme vouloir empêcher toute exportation liée à l'Iran et dit pouvoir intercepter les navires suspectés. Selon Washington, plusieurs bateaux ont déjà fait demi-tour. Les responsables américains préviennent qu'ils sont prêts à utiliser la force si nécessaire. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, affirme que l'Iran est à un moment critique de la guerre. Israël avertit que de nouvelles frappes pourraient avoir lieu si Téhéran continue sa politique actuelle. De son côté, le Pakistan agit comme médiateur. L'objectif, relancer les négociations et réduire les tensions.
Le président libanais Joseph Aoun aurait refusé de parler directement avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Il serait prêt uniquement à des discussions indirectes avec médiation américaine. Le Liban insiste sur une condition, un cessez-le-feu avant toute négociation directe. En France, la proposition de la loi Yadan portée par la députée Caroline Yadan doit être examinée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Ce texte vise à renforcer la lutte contre les nouvelles formes d'antisémitisme en France. Le débat est toutefois très polarisé. Certains opposants estiment que le texte pourrait être mal interprété ou utilisé pour restreindre certaines critiques politiques, notamment concernant les positions d'Israël. Enfin, l'homme d'affaires Eric Robic, connu de la justice pour avoir tué une jeune Israélienne en 2011 lors d'un accident de la route, a été assassiné ce matin à Neuilly-sur-Seine, en pleine rue. Une enquête a été ouverte. Et merci beaucoup Nina Alouche. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et c'est la suite de notre émission avec Sophia Morgavi et mes chroniqueurs sur Radio J. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Bonjour, c'est David Revaud-Dallon. Retrouvez-moi tous les jours, du lundi au jeudi à 7h45 pour l'interview politique de Radio J. France, gouvernement, assemblée, campagne électorale, Israël, international. Chaque matin, un invité politique pour comprendre les grands enjeux contemporains à 7h45 dans le 6-9 uniquement sur Radio J. Radio J. Alexis Lacroix, directeur de la publication de l'hebdomadaire Actu J. Au menu cette semaine, la bataille d'Ormuz est engagée. Quel avenir pour le déblocage de ce détroit absolument stratégique dans la région? Et puis, juste une illusion, le film Événement de Toledano et Nakache. Abonnement papier ou digital, c'est vous qui choisissez sur actuj.com. Actu J, l'hebdomadaire de référence de la communauté et du monde juif. Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah-Cohen. De le retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mon invité aujourd'hui, Sophia Morgavi, pour son livre Eh bien, chantez maintenant, qui raconte ses souvenirs et ses méthodes aux éditions de l'Observatoire. J'en profite pour embrasser Yannick qui nous écoute et qui vous aime beaucoup, Sophia. Et bien oui, on fait toujours un clin d'œil à nos auditeurs. L'occasion également de revenir sur ce qu'on se disait juste un petit peu avant la pause. Vous êtes professeur à la Star Academy et vous dites une phrase dans votre livre qui m'a fait penser justement à ce qu'ils vivent. C'est parfois la sensation de précipice qui déclenche la métamorphose. Et je me suis dit qu'en effet, ces jeunes, chaque semaine, ils jouent entre guillemets leur vie, leurs rêves, en se disant peut-être que bientôt ce sera fini avec l'élimination. Est-ce que vous avez vu ces jeunes et certains où vous vous seriez dit peut-être bon, il est moins évident qu'il arrive un peu plus loin, se transcender comme ça? Absolument. Alors, il y a des profils de jeunes artistes, de jeunes apprenants qui ont besoin d'un peu plus de temps pour se révéler. Il y en a d'autres qui, tout de suite, ont trouvé le déclic. Et d'autres qui étaient encore engoncés dans leurs croyances limitantes et se trouvent à un moment où on leur dit « ça va bientôt être la fin pour toi si tu ne fais pas de progrès et si tu n'écoutes pas ce qu'on te dit ». Et là, babam, ça déclenche un état d'urgence. Il y a des gens qui performent avec cette urgence corporelle. Dans le cas de la jeune gagnante qui s'intitule Ambre, est-ce qu'elle faisait partie de... Je sais que vous dites dans votre livre qu'il n'y a pas de chouchou, mais des voix auxquelles vous vous disiez j'y crois vraiment. Oui, alors bien sûr. Alors oui, je n'ai pas de chouchou puisque le but, c'est de faire progresser tout le monde. Ensuite, chaque jeune artiste évolue, comme on l'a dit tout à l'heure, en fonction de son potentiel, aussi de ce qu'il a vécu et de ses projections. Ce que j'ai vraiment admiré chez Ambre, c'est cette force de caractère. Elle n'a pas bougé d'un iota, elle est restée sur sa ligne, elle est restée concentrée, elle a beaucoup travaillé, elle a accepté aussi d'écouter et de changer certaines choses au niveau technique. Elle a fait confiance et ça l'a amené tout droit à la réussite. Et c'était mérité. Pour moi, le message de votre livre, Sophia Morgavi, réside dans cette phrase « On voudrait toujours trouver soi-même qui l'on est ». À travers une enquête tournée vers l'intérieur, mais c'est parfois de l'extérieur que vient la définition, la désignation. C'est vrai.
c'est un tout, c'est un équilibre. Mais l'extérieur nous donne beaucoup d'informations. Quand je parle de l'extérieur, c'est déjà notre regard extérieur, vers quoi on veut aller, et ensuite, c'est ce qu'on reçoit comme information de l'extérieur. Et la connaissance de soi passe par cela. C'est un juste équilibre. Et je dis aussi dans mon livre qu'il faut vivre selon ses propres désirs. Ça, c'est ce qui vous définit le mieux, Sophia Morgavi. L'année dernière, vous avez entamé une tournée avec un programme de récital qui a inclué des chansons napolitaines, des airs notamment de Kurt Weill et de comédie musicale. Est-ce qu'on aura le bonheur de vous entendre quelque part prochainement, sur scène ou peut-être au théâtre? Dites-nous tout. Oui, absolument. Alors, pour la tournée de chansons napolitaines italiennes, je vais continuer. Et au mois d'août, on a déjà quelques dates dans mon sud, parce que j'aime bien aller d'abord dans mon sud. D'ailleurs, de bonnes nouvelles, puisque je vais inviter en guest certains académiciens, académiciennes. Voilà, donc soyez vigilants, regardez un peu mes posts. Et ce qui me plaît énormément, c'est que je réalise encore un très, très beau rêve. On m'a offert le rôle de Maria Callas au théâtre dans la leçon de chant de Terence McNally. Alors, comme j'ai une actualité assez chargée, nous commençons la résidence et ensuite, je vous indiquerai à ce moment-là les dates de production au théâtre Tête d'Or à Lyon. On viendra vous écouter avec un grand bonheur, en espérant que ça joue à Paris aussi, Sophia Morgavi. Ce que je voulais également dire à nos auditeurs, qui évidemment ont peut-être pour certains envie de donner de la voix, c'est que vous donnez une masterclass. Et c'est important de dire où est-ce qu'on peut vous retrouver si on a envie de chanter. C'est ça. Alors, c'est pas en présentiel parce que je n'ai plus trop le temps et j'ai gardé quelques élèves fidèles. En revanche, comme j'ai eu beaucoup de demandes, on m'a soufflé cette idée de créer des vidéos en ligne, des masterclass. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, il suffit de taper masterclass Sophia Morgavi. Et là, il y a des cours en ligne. Merci Sophia Morgavi. Tout de suite, on va vous parler littérature. Vous allez comprendre pourquoi sur Radio J. Radio J. Bonjour Annabelle Chakmez, bonjour. Bonjour Cyrielle, bonjour Sophia. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler d'un livre qui m'a aidé à réaliser l'importance de la musique dans une vie convenue, mais aussi les vertus que peuvent avoir celles-ci afin d'aider à traverser une période compliquée comme l'adolescence par exemple. Ce livre, c'est Tout me revient maintenant de Jean-Michel Fortier aux éditions Les Léonides. C'est cela. Jean-Michel Fortier nous raconte un moment de vie dans l'adolescence de Colin. Un moment important puisque l'on vit sa première histoire d'amour. Mais à l'adolescence, rien n'est simple. Surtout quand on ne fait pas partie des plus populaires du collège, que l'on habite une petite ville de banlieue québécoise et surtout quand on est un garçon qui en aime un autre. Mais heureusement, la vie de Colin tourne autour d'une passion, Céline Dion. Je pressens que vous allez nous parler de la chanson Ziggy, je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans cet ouvrage ? J'ai adoré être embarquée dans cet univers québécois fait d'expressions et d'habitudes du quotidien si singulières. Cette immersion donne au texte une couleur particulière, à la fois dépaysante et profondément attachante. Cela crée aussi une véritable proximité avec les personnages, comme si l'on partageait vraiment leur vie de tous les jours. Alors racontez-nous surtout la place qu'a Céline Dion dans la vie de Colin, le personnage principal. Elle a une place centrale dans la vie de l'adolescent. Lorsque l'auteur écrit « Je flotte au-dessus de moi-même », c'est l'effet que ça me fait d'entendre du Céline Dion dans un lieu public. La sensation de partager quelque chose avec le monde, de sentir mon existence validée. On comprend que Céline Dion permet tout simplement à Colin, moi je prononce Colin, à Colin, de supporter son existence dans la société dans laquelle nous vivons. On a le sentiment que Colin convainc Céline Dion lorsque les situations deviennent trop intenses pour lui, comme une sorte de mécanisme de dissociation. On comprend au fil des pages que son idole est véritablement un pilier émotionnel pour cet adolescent. En conclusion, j'ai adoré Colin, le personnage principal, vous l'aurez compris. J'ai aimé qu'il sache garder sa douceur face à sa vie pas si simple, face aux gens pas si gentils. J'ai adoré le voir aimer naturellement, sans honte ou faux semblant. Mais ce que j'ai préféré finalement, c'est sa capacité de résilience, qu'il sache se tourner vers son idole pour exprimer ce qu'il ressent quand tout devient trop.
car savoir se trouver des béquilles saines et finalement divertissantes à cet âge-là, c'est selon moi une des plus grandes formes d'intelligence. Et vous souhaitiez aussi évoquer rapidement un autre ouvrage, Annabelle. Oui, pour ceux qui ont été récemment déçus de ne pas avoir eu la chance de dépenser un PEL ou l'argent des études de leur enfant en place de concert, il s'agit du livre Splendeur et misère des groupies de Sophie Bénard aux éditions Les Pérégrines, qui, je n'en doute pas, leur mettra un petit peu de baume au cœur. Oh, tout me revient maintenant, de Jean-Michel Fortier aux éditions Les Léonides et Splendeur et misère des groupies de Sophie Bénard. C'est donc aux éditions Les Pérégrines et dans toutes les bonnes librairies. Est-ce que, en vous regardant, Sophia, je vois que de votre visage, vous acquiesciez comme ça le fait que un ou une artiste peut parfois devenir une bouée de sauvetage pour un adolescent ou pour une personnalité en règle générale. Mais oui, tout à fait, ça me réjouit, parce que la musique nous permet de nous évader et puis soigne. C'est une musicothérapie déguisée, Céline Dion. La voix nous fait du bien, l'artiste, et j'ai adoré, ça me donne envie de lire ce livre. Et ben voilà, c'est un très beau cadeau. On a évoqué Céline Dion, évidemment on ne va pas s'arrêter là, puisque Sarah Elbaz est là et on en a beaucoup à dire. Le billet du jour. Bonjour Sarah Elbaz. Bonjour Cyrielle, bonjour Sophia Morgavi. Bonjour. Annabelle, vous touchez un point sensible avec Céline. Parce que oui Sophia, vous parlez à une femme meurtrie, une femme brisée, une femme qui ne chantera plus l'amour avec la même fougue. Vous l'aurez compris, je n'ai pas eu de place pour Céline Dion. Et pourtant, j'ai tout donné. Réveil 5h, connecté à 9h pour une ouverture de la billetterie à 10h. 7 onglets ouverts, mes copines en visio, chacune sur un appareil. On était une vraie cellule de crise. J'avais appris mes numéros de carte bleue par cœur pour aller plus vite. 10h, espoir. 10h02, désespoir. Vous êtes 1 millionième dans la file d'attente. 1 million. Mais c'est pas une file d'attente, c'est l'Estonie, c'est 1 million. Évidemment, je n'ai pas eu de place. Mais attention, j'ai attendu 4 heures. 4 heures. Pourquoi 4 heures ? On sait jamais. Peut-être qu'à un moment, 999 000 personnes allaient dire « Non, finalement, c'est bon, on se désiste. » Je sais pas, j'y ai cru. Donc j'ai attendu 4 heures, sans bouger. J'ai pas été aux toilettes, j'ai pas bu, j'ai même pas respiré normalement. J'étais là, figée, comme si ma vie en dépendait. 4 heures, c'est un quart de Kippour. Et encore Kippour, au moins tu sais pourquoi tu souffres. Mais moi, je dis ça avec toute objectivité, Sophia. Il aurait fallu un quiz à l'entrée de Ticketmaster pour filtrer les vrais fans. Ah, voilà, un vrai quiz, niveau expert. Genre, en quelle année sont nés René Charles et les jumeaux 2001 et 2010. En combien de prises a été enregistré My Heart Will Go On? Une seule prise, Sophia. Et la question bonus, citez un moment de votre vie où Céline Dion vous a accompagné. Eh bien, moi, j'en ai. À 17 ans. J'ai dragué le beau gosse du lycée en lui envoyant les paroles d'amour ou d'amitié en Bluetooth. Oui, parce qu'à l'époque, les MMS coûtaient trop cher, mais l'amour, lui, n'avait pas de prix. À 30 ans, je me suis fait larguer le jour de l'anniversaire de Céline Dion, le 30 mars. Mes copines m'ont récupéré en larmes dans la voiture, Céline à fond, moi je pleurais, elle chantait, on était un groupe. Et à 33 ans, alors là c'est iconique, j'étais en voiture sur le périph', j'allais pour accoucher, contraction, panique, douleur. À un moment donné, j'ai arrêté la voiture, je suis sortie de la voiture, j'ai dit non, c'est mort, j'avance plus, on reste là, j'ai trop mal, j'accouche plus. Bloqué sur le périph'. Et là, Céline, I'm Alive démarre. Et là, je vous jure, ça m'a remotivée. J'ai regardé mon mec, j'ai dit remonte bébé, on y va, je vais faire sortir cet enfant. Ça, c'est une vraie fan. Donc oui, Sophia, je l'ai très mal vécu ce moment. C'est une vraie épreuve de ma vie de ne pas avoir eu de place. Mais bon, je vais pas me laisser abattre. Parce que pendant que certains seront en live avec Céline en septembre, moi je serai chez moi, sur Spotify, soirée Céline, playlist, bougie, intensité émotionnelle maximale. Et pour toutes celles qui m'écoutent, qui n'ont pas eu de place, vous êtes les bienvenus. On va pleurer, on va chanter, on va juger les stories des autres. Et surtout, on va faire comme si c'était nous. Parce qu'au fond, le concert, il est peut-être pas à l'Accor Arena, mais nous, on va le vivre quand même. Bon, Annabelle, je veux bien votre bouquin finalement. Merci à vous. Merci beaucoup Sarah Elbaz pour cette chronique formidable aujourd'hui sur l'antenne de Radio J. C'est un peu notre Bridget à nous. On va dire ça comme ça. On l'aime, elle est formidable et je peux vous garantir que tout ce qu'elle dit, c'est vrai. C'est hallucinant. Ouais. J'ai arrêté tout.
Il y avait ma belle-mère à côté et ma Nipaulette derrière. Énorme. Et on est parti accoucher. C'est énorme. Et voilà. Merci pour cette chronique. Mon Dieu, j'ai les zygomatiques, ils n'en peuvent plus. Allez, tout de suite, c'est le portrait de notre invité sur Radio J. My spirit takes flight, 'cause I am alive. Oh, when you call on me, when I hear you breathe, like I feel that I'm alive. I am alive. Le portrait psychologique. Radio J. Bon, Sophia Morgasi, depuis le début de cette émission, je sais pertinemment que vous vous dites c'est qui ce monsieur-là? Je Qu'est-ce qu'il fait dans l'émission? Il vous a répondu? Mais il m'a menti. Qu'est-ce que vous avez dit, Christian? J'étais chroniqueur. Ah, chroniqueur. Bah écoutez, c'est pas tout à fait faux, parce que Christian, en fait, c'est le psychologue de cette émission, c'est le psychanalyste que l'on retrouve toutes les semaines sur Radio J qui va faire votre portrait. Bonjour Christian. Bonjour Cyrielle. Bonjour Sophia. Bonjour Christian. Bon on est peut-être deux à rester sans voix. Mais en tout cas, vous m'avez fait plaisir parce que vous avez dit qu'il fallait chanter pour se faire plaisir. Et du coup, pour moi, c'est une révélation parce que je chantais pour les autres et du coup, je chantais pas. Maintenant, je vais pouvoir chanter pour moi. Alors, ça commence par cette petite fille qui est née à Toulon et qui a encore gardé le soleil dans sa voix, ce soleil du sud et de l'Italie. Et cette petite fille qui est née à 1 kilo et quelques et qui a l'envie de vivre, l'envie de passer chaque jour sans le gaspiller et de se faire plaisir. Alors cette petite fille, elle naît, même si on lui promet pas une longue vie, et elle naît dans un milieu où il y a beaucoup de garçons, un milieu du sud italien où il y a beaucoup de voix, et on est curieuse, on pose plein de questions, on est excentrique, mais on veut se faire entendre. Et puis il y a maman et papa. Papa qui est un peu asthmatique et maman qui voit dans moi la projection de son propre rêve d'être une artiste, d'être une chanteuse et d'être une voix. Alors, dans cet ensemble, j'essaye de faire plaisir à tout le monde et de trouver ma propre voix au deux sens du terme. Ça veut dire de faire plaisir à mon père en disant « Regarde papa, je peux chanter et ça peut faire du bien. » Et puis maman, elle me donne tout son amour. Alors avant de partir à l'école, pendant 30 minutes, je joue au piano, je fais du Dalila. Mais après, je rentre dans un tunnel où c'est la rigueur, c'est le travail, c'est la discipline. Et là, c'est pas forcément facile. Mais vous gravissez tous les échelons. Vous faites les écoles, les conservatoires, les médailles d'or. Et c'est histoire de trouver sa voie, de trouver son identité, la maîtrise de soi et la connaissance de soi, comme vous nous l'avez dit. Ça veut dire que grâce à la voix, c'est dire et ne pas dire. C'est un lien entre l'intérieur et l'extérieur. Comme vous nous l'avez dit, la voix, c'est le corps, l'esprit, l'âme. Et puis, cette musique, dès que vous l'entendez, qui vous donne envie de vous exprimer, envie de danser. Alors, on voit que pendant toutes ces années, il y a eu du contrôle. Parce que la rigueur, c'est le contrôle. Je vous ai entendu dire que le travail stimule la confiance. Et donc, le travail, c'est de l'attention, c'est de la pression, c'est de la technique, c'est de la respiration, c'est du placement. Nos auditeurs ne le voient pas, mais vous tenez toute droite. Et vous êtes bien sage. Je bois vos paroles. Et le contrôle, c'est de la sécurité. Mais il arrive un moment où cette sécurité, elle nous enferme en fait. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est qu'à force de vouloir contrôler, on contrôle, et c'est un but sans fin. On essaye d'être au max, mais on réalise au bout d'un moment qu'il faut essayer de faire de son mieux. Et là, du coup, il y a une petite marge. Cette petite marge, c'est un petit grain de liberté. Et là, vous avez rencontré ce petit grain de liberté et vous l'avez épousé. Ce petit grain de liberté qui fait que la liberté, justement, c'est la porte sur le lâcher-prise. C'est la porte sur la joie aussi. Et c'est la porte sur être libre et indépendante. Ça, ce sont vos mots. Et puis, la voix, c'est aussi être entendu. Ça veut dire chanter, c'est oser dire les choses. S'autoriser soi-même. Ça veut dire lever les inhibitions. Vous nous avez parlé plusieurs fois des croyances limitantes. Passer aux croyances militantes.
avoir peur du regard. Donc, j'évite ça. Avoir peur du jugement. J'évite ça. Et de retrouver sa spontanéité. Alors sur Radio J, aujourd'hui, j'ai envie de dire que on a eu une petite fille qui est devenue très vite adulte parce qu'il y a eu le chant, il y a eu la rigueur. Et qu'aujourd'hui, cette femme, qui est peut-être devenue très vite femme, elle retrouve un petit peu sa joie de petite fille. Ça veut dire que cette spontanéité, cette liberté, cette joie, cet esprit joyeux, une femme libre, une petite fille qui donne de sa voix, qui est généreuse et qui vit, comme vous nous l'avez dit, ses propres désirs. Alors j'ai envie de dire qu'avec vous, chanter, c'est pas seulement produire un son, c'est rendre possible ce qui nous révèle. Tout à fait. Merci beaucoup pour ce portrait. Et effectivement, j'ai 5 ans dans ma tête parce que c'est la petite fille qui avait un rêve et j'ai 18 ans également par moment puisque c'est l'âge de ma liberté. Donc je suis entre mes 5 ans et mes 18 ans. Merci beaucoup, cher Christian Richaud, notre psychanalyste que l'on retrouve évidemment toutes les semaines sur l'antenne de Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission avec vous, Sophia Morgavi. Vous êtes venue nous voir pour votre ouvrage, Eh bien, Chantez maintenant, qui raconte vos souvenirs, vos méthodes aux éditions de l'Observatoire. Un ouvrage que j'offre volontiers à Jannick si elle nous écoute sur l'antenne de Radio J. Appelez-nous, on vous l'enverra. Merci beaucoup pour cet échange. Un mot de la fin qui vous revient, vous dites strictement ce que vous voulez. Merci pour votre accueil, j'ai passé un moment formidable. Et le dernier mot sera pour Jannick. Voilà, j'embrasse très fort Jannick et je vais lui faire une petite dédicace. Et j'ai envie de dire aussi, chantez pour vous faire du bien. Merci beaucoup Sophia Morgavi. À la réalisation audio et vidéo Benjamin Arnaud. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous lundi dès 15h avec Oscar Bruel pour son livre La Cité intérieure. En attendant, c'est la suite de votre journée avec le Club Imo présenté par Marc Ezrati. Dans un instant, ce sera le journal sur Radio J. Mais après cette chanson, on va mettre l'hymne de la Star Academy à lundi.